Bonjour, la seconde capsule sur le chapitre 6, c'est comment on va appliquer le théorème de Gauss. Donc je vais faire comme le chapitre 5, je vais prendre un exemple et je vais faire étape par étape par étape par étape. Donc je vais écrire les étapes ici en bas au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi compléter vos notes de cours avec ces étapes-là. Donc pour que ça soit vraiment complet, malheureusement, le théorème de Gauss c'est limité à 3 situations différentes, des situations des cylindres chargés infinis, des sphères chargées et des plans chargés. Donc normalement le cas le plus simple c'est la sphère. Or, si je fais la sphère, ce ne sera pas si facile que ça de bien voir toutes les étapes que je vais vous proposer. Donc je vais faire le cas, pas le plus difficile, mais on va dire le deuxième plus difficile qui est un fil infini chargé. Donc j'ai marqué ici les paramètres ici, on a un fil qui a une densité de charge plus lambda. Donc, c'est-à-dire que dans ce fil-là, j'ai plus ici, qui se distribue sur quelque chose de très long. Donc, des fois, au lieu de dire un fil infini, donc dans mon note en fait, un fil infini, ça n'existe pas. On dit souvent un fil très long. Donc, si on dit un fil très long, ça suppose qu'il est infini. Ou encore, il n'y a pas besoin d'être super long. Si le point A, il est ici, donc une distance A ici, comme ceci, parce qu'on va avoir le champ à cet endroit-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être infini, donc il faut juste avoir peut-être un facteur, au moins 10 entre la longueur du fil et le point. Donc, s'il y a un facteur 10 entre les deux, on peut faire l'hypothèse que notre fil est presque infini. Donc, la première étape, le problème ici, c'est des problèmes en 3D. Donc là, je vais essayer d'être clair avec les problèmes en 3D. La première étape, c'est quoi? C'est dessiner les lignes de champ de cette distribution-là. Donc là, ici, je vais sortir un slide. Donc, voici un fil. Le fil, il y a moyen de le voir de deux façons. Qu'il est infini. Ça donne bien, il rentre complètement. Donc, on peut le voir comme ça, ou on peut le voir comme ceci. Donc, si on le voit comme ceci, et qu'on traçait les lignes de champ, qu'est-ce que ça donnerait ici? Donc, je vais voir mon fil comme ceci. Il est chargé positivement. Ah! Comme je vois ça, donc ça va se distribuer dans toutes les directions. Donc, ça va sortir comme un soleil. Donc, nos lignes de champ va sortir comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça ici. Va sortir comme un soleil. Donc, ici, ça respecte les lois. Donc, ça va sortir des positifs, ça sort à 90, c'est parfait. Les lignes ne se croisent jamais, c'est excellent. Mais je pourrais aussi voir la situation comme ceci. Donc, vue de face. Donc, si je vois ça vue de face, donc je vais laisser mon fil ici. Je vais laisser pas trop long. Donc, ici, comme c'est positif, ça sort du fil. Et en sortant, il ne faut pas oublier que les lignes de champ ne doivent jamais se croiser. Donc là, je ne peux pas avoir des lignes de champ, un qui part comme ça, un qui part comme ça ne marche pas. Donc pour que le champ ne se croise pas, ou que les lignes ne se croisent pas, si je fais ça vue de face, notre champ aurait l'air plus de ceci, comme ceci. C'est sûr que si c'était un fil fini, là on pourrait voir à la fin, ah, là il y a de l'espace libre ici, les lignes pourraient se mettre à courber comme ceci, à courber comme ceci. Mais comme le fil est infini, donc on va laisser faire les effets des bouts dans ce cas-là. Donc, première étape, on trace les lignes de champ. Donc ici, comme j'ai fait normalement, on devrait essayer de faire une représentation 3D, mais comme on est, en tout cas, personnellement, je ne suis pas trop bon en 3D. Donc, je vais dessiner juste mes lignes comme ceci. Comme de côté, je vais juste en dessiner 3, 4. Donc, notre champ E serait comme ceci vers l'extérieur, et comme ceci, comme ceci, comme ceci. Mais pas oublier que ce champ-là, se répartit aussi partout dans l'espace. Donc, c'est pas juste comme ça. Donc, il y a une arrêt qui sort comme ça, qui rentre comme ça. Donc, qui émerge comme un soleil par la suite. Ceci est la première étape. La deuxième étape, elle est complexe, un petit peu plus complexe. Mais vous allez voir qu'après avoir fait les trois cas, vous allez dire, OK, c'est toujours répétitif, répétitif, répétitif. Donc, pour appliquer le fameux théorème de Gauss, le théorème de Gauss fonctionne juste avec une surface fermée. Donc, étape numéro 2, il va falloir tracer une surface fermée. Or, il doit y avoir 2 ou 3 caractéristiques à cette surface-là. Premièrement, elle doit être fermée, donc c'est un peu redondant. Deuxièmement, il faut que une des surfaces, parce que la surface fermée peut avoir plusieurs côtés, doit passer par l'endroit où on veut calculer le champ. Donc, ça doit passer par l'endroit où je dois calculer le champ. Et, dernière chose, il faut que tous les côtés de ma surface de Gauss soient soit perpendiculaires aux lignes de champ ou parallèles aux lignes de champ pour que le théorème s'applique facilement.
Donc ici, je vous rappelle que ceci émerge dans tous les sens. Donc je vais juste reprendre, donc ceci serait comme mon fil. Donc ça émerge dans tous les sens. Donc je vais mettre une surface de gaz qui passe par ce point-là, dont tous les côtés seraient parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Et ici, la seule possibilité, c'est de mettre un cylindre. Donc si je mets un cylindre ici, donc ici mon cylindre, il y a une certaine longueur finie. Donc mon cylindre pourrait ressembler à ça, comme ceci, comme ça, comme ceci. Donc mon cylindre a une certaine longueur L qui est indéterminée, donc on peut la faire longue, pas longue. Ici mon rayon, si je dois passer par le point, mon rayon c'est A ici. J'aurais pu l'appeler A, mais j'avais peur que dans les paramètres que R et ça devait d'autres choses après. Donc il y a un certain rayon A. Et ceci est ma surface de gaz. Donc des fois, vous allez voir que je vais peut-être même l'indiquer, surface de gaz. Donc, à l'examen, c'est sûr que vous êtes obligé de faire ce schéma-là, donc tracer les lignes de champ et tracer une surface pour laquelle tous les côtés soient parallèles ou perpendiculaires aux lignes de champ. Donc ça veut dire que si le contour il est perpendiculaire aux lignes de champ et les deux extrémités sont vraiment parallèles aux lignes de champ. Donc, notre illustré, il est presque terminé. Pour que ça soit facile à voir, on voit que cette surface-là, un cylindre, à trois côtés. Il y a le contour et les deux bouts. Donc, pour chacune des faces différentes, on va tracer un vecteur DA. À l'arrière, on pourrait tracer le vecteur A, mais DA, ça veut dire juste que, théoriquement, on prend un petit élément d'air ici. Donc, ici, j'aurais, qu'est-ce que j'appellerais DA1. Donc, le vecteur A, ou le vecteur DA pour la surface de gauche. Ici, pour l'autre extrémité qui est comme ceci. Les vecteurs DA sont toujours perpendiculaires vers l'extérieur. Donc, on aurait DA2 ici. Et il resterait pour le contour. Pour le contour, on aurait ici un vecteur que je pourrais appeler DA3, comme ceci. Donc, ici, notre illustré, il est terminé. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est d'appliquer le théorème de gaz. Donc, on va commencer par l'énoncé. Donc, le théorème de gaz dit qu'on intègre sur une surface fermée E.dA ici est égal à la charge qui est à l'intérieur sur epsilon 0 ici. Premièrement, on va toujours s'arranger pour que que le E soit toujours uniforme. Donc, si le E est uniforme, donc on pourrait sortir de l'intégrale. Ça, c'est merveilleux. Mais ici, qu'est-ce qui va arriver? N'oublions pas que c'est sur une surface fermée. Or, notre surface fermée comporte trois éléments. Le côté gauche, le côté droit et le contour. Donc, si j'additionne ces trois éléments-là, ça devient une surface fermée. Donc ici, on décompose le côté gauche de notre équation en différents côtés. Donc s'il y a trois côtés, ça devient pas trois intégrales, mais trois termes. Parce qu'ici, si E est constant, ou uniforme, si E est uniforme, donc ici, le E est le même pour tous les points ici, le même pour tous les points, et le même pour tous les points ici. Donc le fameux intégral de E.dA va devenir simplement EA cos de phi ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais diviser ça en trois éléments. Donc, ça veut dire qu'ici, on aurait E1, A1, cos de θ1 ici. Et là, je vois que je vais peut-être manquer d'espace, donc je vais essayer de commencer un petit peu plus loin. E1, A1, cos de θ1 ici, plus E2, A2, cos de θ2 ici, plus E3, A3, cos de θ3 ici, comme ceci. À l'examen, vous n'avez peut-être pas besoin d'écrire les trois termes. Donc, quand vous tombez avec un cube, c'est 6 termes qu'il faudrait marquer. Mais dans ces termes-là, il y aura peut-être des endroits où ça vaut 0. Donc, si on regarde le côté de gauche, mon A, mon DA, il est comme ceci. Mon champ E, il est vertical. Donc, on voit qu'ici, il y a un angle de 90 ici. Ou encore, le flux électrique, c'est des lignes qui traversent une surface. Or, ici, là, c'est vraiment pas évident. J'espère que ça se voit un petit peu.
mes lignes sont verticales. Donc, si mon bout est horizontal et que mes lignes sont verticales comme ceci, il n'y a rien qui traverse le bout ici. Donc, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de ligne de champ. Donc, quelqu'un va dire, ah, pas de ligne qui traverse le côté gauche. Le flux est nul. Ou encore, si on fait, ah, le champ électrique est comme ça, mon vecteur A est comme ceci. Donc, les deux sont à 90. Et cos de 90, ça va donner ici un 0. Donc, ce terme-là va disparaître du système. Même chose pour l'autre extrémité. Donc, on pourrait dire tout simplement, donc tantôt dans la prochaine capsule, je vais peut-être même pas faire ça, je vais juste dire quelles sont les surfaces qui sont traversées par des lignes de champ. Donc ici, l'autre surface n'est pas traversée par des lignes de champ. Donc, ça sera encore un cos de 90. Tout ça va donner 0. Et qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste cette expression-là. Donc, E. Donc, c'est-à-dire le champ qui traverse la troisième surface, fois l'aire de cette surface-là, fois cos de θ ici, sera égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc là, maintenant, on a décomposé notre intégrale pour considérer qu'il y avait plusieurs faces. Là, maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc, le but, c'est de trouver le E. Et ici, le E, je vous rappelle que ça va toujours être un module. Donc, qu'est-ce que A3? A3, c'est l'aire de la surface de gaz. Donc, la surface imaginaire qu'on a tracée, qui passe par le point où on veut connaître le champ. Donc, ici, cette surface-là, ça correspond au contour d'un cylindre. Et qu'est-ce que le contour d'un cylindre? C'est 2π. Donc, ici, notre rayon, c'est pas un R, ça serait un A, fois la longueur ici, L ici. Donc, 2πr, la circonférence, fois A, fois L. Donc, ouais, je commence à avoir de la misère avec mon A. Donc, c'est dire que ce terme-là, il est déjà déterminé. Pour l'angle ici, le cos de θ, c'est l'angle entre le E et le A. Donc, le E est vers le haut, le A est vers le haut. Donc, θ3 sera 0 degré et cos de 0 degré, ça donne 1. Donc, ça disparaît. Et il reste le terme le plus difficile, le Q intérieur. Qu'est-ce que le Q intérieur? C'est la charge. Je vais le mettre avec une couleur ici. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre peut-être en noir. C'est la charge qui se retrouve à l'intérieur de la surface de gaz qu'on a choisie. Or, on a vu précédemment que la densité de charge linéaire, c'est donné par Q sur L ici. Ah, si je connais la longueur de ma tige, on la connaît. On connaît le lambda, donc la densité linéaire de charge. On peut trouver Q. Donc, c'est qu'ici, Q intérieur sera égal à lambda fois L ici. Et juste un petit commentaire, donc des fois, Q intérieur, moi, en tout cas, j'ai tendance à mettre un Q minuscule, mais comme c'est quand même une grande quantité de charge, on aurait pu indiquer ça par un Q majuscule. Donc, les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Donc, c'est peut-être une vieille habitude de mettre un Q minuscule dans mon cas, mais Q majuscule serait aussi bon dans ce cas-là. Et là, maintenant, il nous reste juste à mettre ça ici à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ça donnerait E3. Le A, c'est 2π A L ici. Cos de 0, donc c'est 1, on va laisser tomber. Et qu'est-ce que Q intérieur sur epsilon 0? Donc, ça sera Q intérieur, c'est lambda fois L sur epsilon 0 ici. Donc, ici, si lambda était négatif, on conserverait le signe toujours ici. On s'aperçoit qu'ici, on a un problème d'oiseau. J'ai une aile à droite, j'ai une aile à gauche, donc les ailes disparaissent, comme chez Saint-Hubert, ou à la cage au sport plutôt. Ils sont meilleurs que la cage au sport, je crois. Donc, les ailes disparaissent. Donc, ici, ça veut dire que la longueur de votre cylindre que vous tracez n'a aucune importance. Et si on isole ceci, donc le champ électrique à cet endroit-là sera donné par K sur 2π A fois epsilon 0, qui sera le champ électrique d'une ligne uniformément chargée. Or, on a vu dans un exemple Zoom que si on avait une tige infinie, le champ était donné par 2K lambda A ici. Est-ce que c'est la même chose? Voyons. Donc, si on développe le K,
K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois A divisé par A fois lambda. Et là, si on regarde, on a un 2 et un 4 qui disparaît. Et il nous reste bien le lambda sur 2 pi epsilon 0 A. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait trouvé en décomposant petit dq dans le chapitre 5 correspond encore à ce qu'on trouve par une nouvelle méthode qui est la méthode de Gauss. Et la méthode de Gauss, c'est sûr que là, c'est le premier exemple, mais si on l'avait fait directement avec Gauss, ça aurait peut-être pris, comme vous êtes habitué, ça va peut-être prendre 5 minutes à faire le problème, 5 à 10 minutes. Tandis que diviser en petit dq, faire l'intégrale, penser à des concepts de symétrie, etc. Là, ça peut prendre 15-20 minutes. Donc, avec ça, ça termine le premier exemple sur le théorème de Gauss. Dans les prochaines capsules, on va voir les autres possibilités, donc la sphère chargée et le plan uniformément chargé. Avec ça, je vous dis, à la prochaine capsule.